Sous l'Ancien Régime, il existe deux principales catégories de fonctionnaires. Les commissaires, dont la compétence était déterminée dans une lettre de commission du roi, et les officiers, pourvus d'une fonction stable. À la fin du XVIIIe siècle, on note l'apparition d'agents, dont le statut peut être assimilé à celui des fonctionnaires du XIXe siècle. Considérant ces deux catégories, notre cours suivra ce même plan. 1. Les officiers. Le roi désigne des agents pour remplir certaines fonctions et peut mettre un terme à leur carrière. Mais en 1467, les lettres patentes, donc de l'autorité du roi, de Louis XI, décident que les officiers resteront en fonction, sauf en cas de forfaiture, soit de manquement au devoir de sa charge, de décès ou de résignation, c'est-à-dire de démission volontaire. Mais les officiers vont œuvrer pour obtenir de plus en plus de droits au sein de leur fonction, notamment la patrimonialité, c'est-à-dire la vénalité et l'hérédité. Lorsqu'on parle de statut, on entend toute la réglementation relative à celui-ci. La vénalité trouve ses origines au XIVe siècle et s'inspire d'une pratique, à savoir la résignatio in favorem, qui permet à un ecclésiastique titulaire d'un bénéfice de désigner son successeur. Les rois vont vendre des offices, donc des fonctions, et cela se généralise au XVIe siècle. Le roi François Ier crée en 1522 un bureau que l'on appelle le bureau des parties casuelles, qui gère les derniers provenants de la vente des offices. Si l'officier meurt dans les 40 jours après avoir transmis sa charge, après la résiliation de sa charge, l'officier revient au bureau des parties casuelles et il est mis en vente. En 1541, un édit permet de lever la règle des 40 jours moyennant le paiement d'une somme d'argent. En 1604, un arrêt du Conseil du roi crée un impôt annuel, la paulette, et les officiers qui paient cet impôt sont propriétaires de leurs offices. Certains offices permettent d'accéder à la noblesse et donc certains bourgeois s'y précipitent. Devenir le noble représente de nombreux privilèges. On parle ainsi d'office anoblissant, car apportant de nombreux avantages. En conséquence, la royauté obtient de l'argent, et s'élève aussi au point de vue de sa notoriété. Cependant, l'expression de savonnette à vilain, c'est-à-dire que l'office, la savonnette, permet à certains vilains, c'est-à-dire aux roturiers, de s'anoblir, donc de prendre de la place au sein de la société. À partir d'un moment, parce que l'officier ne gagnait pas beaucoup d'argent, et que la censure sociale bloque la bourgeoisie, n'a plus intérêt à suivre le roi et son autorité. 2. Les commissaires. Les commissaires sont nommés par lettre de commission du roi, qui détermine leurs fonctions, la durée et les pouvoirs qui leur sont conférés. Dès le XVIe siècle, le nombre de commissaires s'accroît, car le roi n'a pas suffisamment confiance en ses officiers. Madame de la Motte fait des révélations mettant en cause de nombreux proches du roi, et au lieu de faire juger cette affaire par les tribunaux, elle a créé une commission avec des membres de confiance, afin de répondre à des missions temporaires pour le roi. Être commissaire n'est pas une fonction patrimoniale, et les commissaires peuvent aussi exercer des contrats au plus haut niveau. Les secrétaires d'État, les conseillers d'État sont des commissaires. 3. Une nouvelle catégorie d'agents, les fonctionnaires. Cette catégorie n'existe pas sous l'Ancien Régime, mais certains agents se différencient des officiers et des commissaires. Alors qui sont-ils ? Au XVIIIe siècle, on voit s'en multiplier au sein des bureaux. Les agents du roi exerçant une activité publique pour laquelle ils reçoivent un traitement sont les nouveaux fonctionnaires. Ils peuvent être recrutés par concours et soumis à des contrôles dans l'exercice de leurs fonctions. Ces agents sont peu nombreux, mais c'est une ébauche des fonctionnaires du XIXe siècle. Ce que l'on peut rapprocher des fonctionnaires, ce sont les ingénieurs des ponts et des chaussées, puisqu'ils sont recrutés par concours et sont formés dans une école parisienne créée en 1747, et leur position dénie leurs obligations professionnelles et les avantages dont ils disposent.